Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation, aujourd'hui dédiée aux bulles spéculatives. Comme les précédentes vidéos de formation, il s'agit avant tout d'une introduction technique dont le but est de vous donner envie de vous intéresser à ce sujet en le développant notamment avec la littérature boursière. On attaque tout de suite ce nouveau sujet, cette nouvelle vidéo d'introduction dédiée aux bulles spéculatives. Sujet assez général, mais intéressant puisqu'il est constamment d'actualité, quel que soit le marché, quel que soit le sous-jacent qui nous intéresse, sommes-nous confrontés sur tel ou tel actif à une bulle ou pas. Alors déjà, on va en parler un petit peu des principes fondateurs, fondamentaux, je dirais même des bulles spéculatives. Une bulle, dans l'absolu, qu'elle soit boursière ou pas, une bulle éclate ou éclatera toujours un jour. C'est une base, mais c'est toujours bon de rappeler un peu les bases. Elle dépend du comportement, la bulle dépend du comportement mimétique. Et, au-delà de ça, au-delà du simple mimétisme, de l'aspect contagieux du mimétisme. Parce que la plupart des opérateurs savent que le marché est globalement haussier sur tel actif, ils se disent, bon, ce serait bête de ne pas rentrer à la hausse sur le marché. Globalement, je vais suivre ce que j'appelle généralement la marée, donc le mouvement de fond. Je vais mimer ce que j'imagine que font mes voisins, les autres opérateurs boursiers. Je vais essayer de me mettre à la place du marché. Donc quelque part, finalement, je ne fais que du mimétisme. Tout le marché n'est que mimétisme. À nouveau, et c'est là aussi où j'aime bien cette histoire de toile d'araignée, entre les différentes vidéos de formation, j'insiste généralement dessus en disant que chaque vidéo de formation est globalement liée aux autres, on rejoint encore une fois Charles Dow et Ralph Nelson Elliott. Donc Charles Dow pour la théorie de Dow et Ralph Nelson Elliott pour les vagues d'Elliott. Autrement dit, le mimétisme, ça se traduit par ce qu'on peut appeler dans le langage courant mouton de Panurge, sans aucun jugement de valeur. Je suis le premier à chercher à savoir ce que fait le marché, donc c'est pas du tout un jugement de valeur. Et globalement, si vous voulez approfondir un peu le sujet, il y a ce qu'on appelle la tautologie, qui est justement l'étude un petit peu de l'effet miroir, c'est-à-dire de se renvoyer à soi-même, d'essayer de savoir ce que va faire le voisin. Voilà, au niveau du marché. Alors, il y a aussi Keynes qui en a parlé, là aussi pour faire une petite digression, mais toujours en lien avec le sujet, le bouclage de la spéculation par Keynes, voilà, si ça peut vous permettre d'approfondir le sujet. Encore une fois, nous sommes ici sur une vidéo d'introduction. Alors au niveau psychologique, il n'y a plus de limite, littéralement, ça veut dire par exemple l'exemple d'Internet au début des années 2000, que tout le monde connaît globalement. Le Nasdaq avait atteint ses plus hauts historiques, qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, ont été battus à nouveau en février, globalement février-mars 2015, pour recontextualiser un peu la chose. Et c'était la première fois en 15 ans, justement, que nous avons retrouvé les cotations, les points hauts historiques du Nasdaq, donc des valeurs de la haute technologie, notamment des valeurs dites du .com, donc d'Internet, on va dire des entreprises dans Internet. Enfin, il y a Internet comme Facebook, etc., qui évidemment n'existait pas à l'époque, au début des années 2000. Mais globalement, l'exemple d'Internet est plutôt bon, parce que psychologiquement, il n'y avait plus de limites. C'est-à-dire qu'on se disait qu'on allait pratiquement assister à une nouvelle révolution industrielle, celle-ci n'étant pas, le mot industriel étant un peu excessif, celle-ci étant plutôt une révolution des services, mais malgré tout ayant l'impact économique de la première, voire de la deuxième révolution industrielle. Le crack, tant la phase, je dirais, d'accumulation et la phase justement des suiveurs, pour reprendre un peu de Charles Dow, que celle de distribution au niveau du crack, eh bien là aussi repose sur du mimétisme. Il n'y a plus de limite psychologiquement, tant dans le mouvement haussier que dans le mouvement baissier. Une simple rumeur se transforme vite en panique dans le cas d'une bulle. Et il y a beaucoup de bulles, constamment. On peut parler de la bulle qui a explosé en Espagne sur le marché immobilier, sensiblement la même qui pourrait exploser en Chine sur le même secteur. Voilà. Donc globalement, que je sois dans la phase d'expansion au niveau de la bulle, ou d'effondrement au niveau de la bulle, là aussi, eh bien je renvoie là aussi dans les deux cas au mimétisme. Une simple rumeur, une simple information positive peut accentuer la phase haussière. Une simple rumeur peut rapidement se transformer en panique. C'est un peu comme une élastique. J'aime bien cet exemple généralement. Plus on l'attend, plus on se dit bon, elle va finir par casser. Et au moment où elle casse, évidemment, c'est assez brutal. Conséquence et lien de l'aspect psychologique, évidemment, là aussi je renvoie à la vidéo du même nom, psychologie du marché, psychologie et trading, pour être tout à fait exact. Et donc il y a un lien étroit avec l'analyse technique, et on en revient toujours à cette notion de prophétie autoréalisatrice, parce que tout le monde globalement a les mêmes éléments techniques sous les yeux, et bien on va accentuer tous de la même manière, globalement, tel excès du marché. On peut parler par exemple des excès en ce moment sur les marchés des indices boursiers pour recontextualiser donc en ce début d'année 2015, premier trimestre 2015. C'est bien qu'à un moment il va y avoir une phase corrective, mais pour le moment, pas de signal, pas de retournement immédiat analysé. Donc globalement, la plupart des opérateurs savent très bien qu'en rentrant aujourd'hui à la hausse, que ce soit à très court terme, sous la forme de scalping ou à moyen long terme, ils
il profite de l'excès, il accentue, mais en se disant bien qu'effectivement on continue de tirer sur l'élastique et qu'à un moment ça va casser, sans que ce soit forcément catastrophique. On peut avoir une phase de correction sans forcément comparer avec celle de la bulle Internet. L'exemple autoprophétique du RSI, je le redis, parce que tout le monde considère entre 0 et 30 nous sommes survendus et entre 70 et 100 avec le RSI nous sommes surachetés, c'est surtout parce que tout le monde considère cela que le RSI, globalement, est plutôt un bon oscillateur. Borné, certes, mais plutôt un bon oscillateur. Si personne utilisait cet outil-là, il n'aurait clairement pas le même impact, le même intérêt au niveau des marchés. Donc, quelque part, on en revient toujours un peu aux mêmes grandes lignes, aux mêmes grands fondements, trop méconnus, de mon point de vue en tout cas, par le grand public, notamment par les opérateurs particuliers, et qui sont bons, ces principes-là, qui sont bons de rappeler. C'est l'essence même de la théorie de dos, les suiveurs, principe d'accumulation et de distribution, là je renvoie évidemment sur cette vidéo-là. L'ensemble du marché, il faut bien le comprendre, repose sur le mimétisme. L'ensemble du marché est psychologique et seul le marché a raison. En somme, on cherche donc tous à savoir ce que font nos voisins, on cherche tous à savoir ce que fait l'opérateur un peu plus gros financièrement, pourquoi pas telle banque, est-ce qu'ils sont plutôt rentrés aussi sur l'or, est-ce qu'ils sont plutôt baissés sur le DAX, est-ce qu'ils sont en train d'investir sur du Apple ou pas du tout, est-ce qu'ils anticipent un mauvais quatrième trimestre 2014 pour les entreprises américaines, voilà. Graphiquement, ça ressemble à ça, hein, une bulle, hein, littéralement. Bon, ben là, c'est celle d'Internet, hein, c'est-à-dire que on a surtout une phase je dirais, d'expansion, celle des suiveurs entre 1999 et la fin de l'année 2000. Et alors, 2001 et 2002 sont clairement la phase, enfin constituent clairement la phase de distribution, la phase d'effondrement. Et aux alentours de 2003, on revient à peu près sur la cotation, les cotations, je devrais dire même plutôt de 1998. Donc, on oublie un petit peu ce qui s'est passé. Des deux côtés, on a clairement un excès à la hausse. Les opérateurs ont été bien trop optimistes sur ce que pouvait engendré dans l'immédiat Internet, et excès également sur la phase de panique, sur la phase de correction, puisque finalement, ça revient à dire en 2002 que les espoirs suscités à juste titre en partie par Internet, eh bien, ont été complètement oubliés, puisqu'on revient globalement sur les mêmes cotations que celles présentes sur le graphique avant la phase des initiés. Voilà. Donc, quelque part, dans les deux cas, c'est un excès. Et surtout, c'est du mimétisme. Il est évident que dans la phase d'expansion, rares ont été les opérateurs à se mettre baissiers, ou alors ils l'ont rapidement senti au niveau financier. Et à l'inverse, rares, dans le cas de la phase de panique, ont été les opérateurs à se mettre haussiers. On vient distinguer quand même évidemment des phases d'interruption et de sous-interruption. On a évidemment sous les yeux le Nasdaq, 5000 points, et pour la première fois en 15 ans, eh bien on a retrouvé cette valeur il y a quelques semaines, comme je disais tout à l'heure. Alors, une tendance finalement, qu'est-ce que c'est? Si on reste un petit peu sur ce principe de bulle spéculative. Je vais le définir en 6 points rapidement, pour paraphraser un petit peu Charles Dow. C'est un démarrage évidemment suite à un retournement ou à une fin de range, trading range, maximum 5% de variation entre les deux bornes, toujours pareil. C'est surtout des informations qui se propagent. Un mimétisme et un espoir général de mimétisme. C'est-à-dire que non seulement j'essaie sur le marché de savoir ce que font mes voisins, mais j'espère surtout que mes voisins vont faire ce que je fais. Voilà, pour que le marché me donne raison. D'où un cœur de tendance, la phase des suiveurs, et une fin de tendance, celle de distribution, avec un nouveau comportement mimétique qui sera celle du crash, de l'explosion de la bulle, littéralement. Bis repetita placent, l'histoire se répète, on recommence, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Fameux proverbe, acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Le marché cherche à s'anticiper finalement lui-même, hein, c'est-à-dire que là aussi, au niveau de la bulle, on espère finalement que telle valeur ira encore plus haut, ira encore plus haut, ira encore plus haut, et on espère qu'une fois que l'élastique cassera, on sera parmi les astucieux à être les premiers, je dirais, à profiter de la phase de distribution dans un premier temps, phase de distribution qui généralement dans le cas d'une bulle se transforme tout de suite en une nouvelle phase de distribution, puis une nouvelle phase au niveau des suiveurs, donc une nouvelle accélération. Donc on vient en fait relier une tendance haussière et une tendance baissière au sein d'une bulle pour bien le comprendre techniquement, deux fois la théorie de Charles Dow. Voilà. Et là aussi, on l'a vu un petit peu graphiquement sur l'exemple du Nasdaq, là je vous invite clairement à le reprendre. Finalement, une bulle, qu'est-ce que c'est si on comprend bien techniquement? C'est deux fois consécutivement la théorie de Dow, avec tous les excès qu'elle peut comporter, et surtout avec un point critique qui est la phase de distribution de la tendance initiale haussière. Et donc là, à nouveau, hop, le crack. Alors le crack, il peut être de plein de natures différentes, hein, simplement des initiés qui sont également des grandes mains qui décident de vendre un peu le marché, donc phase de dissolution, ou au contraire,
la fameuse information qui devient une information dite de panique. Voilà. Alors quand je dis que le Nasdaq est revenu sur ses valeurs actuellement de la fin des années 2000, il faut comprendre que c'est plus du tout la même composition. Depuis, Facebook a émergé, bon, quoi qu'on en pense. Google n'a pas du tout les mêmes fondamentaux, je dirais, économiques qu'à l'époque. Apple est juste ressuscité depuis cette période-là. Donc on n'est plus du tout sur la même configuration. Quand je dis qu'on a retrouvé ces valeurs-là, ça n'est surtout pas, pour qu'on se comprenne bien, pour vous dire qu'il faut anticiper un effondrement du Nasdaq. Loin s'en faut. Voilà. Il n'y a clairement pas les mêmes attentes aujourd'hui sur ces entreprises-là que celles, je dirais, que les attentes du début des années 2000. Voilà. Voilà. L'essentiel d'une tendance peut reposer uniquement sur l'anticipation. C'est justement en grande partie ce qu'on peut reprocher à la bulle Internet. C'est que finalement, on anticipait un petit peu un monde très proche, futuriste, un peu un peu à la Hollywood, où tout se fait par commande vocale, ou voilà. Enfin, globalement, c'est surtout une anticipation que l'on peut reprocher sur la phase des initiés et la phase des suiveurs de la fin des années 90 jusqu'au début des années 2000. Donc la phase vraiment haussière sur le Nasdaq notamment. Le Nasdaq est le meilleur exemple puisque c'est encore une fois l'indice qui est propre à ces entreprises-là, mais c'est globalement vrai également en parallèle sur d'autres indices. Au détriment, évidemment, des seconds couteaux, c'est-à-dire justement des opérateurs qui n'ont pas accès à l'information, qui vont rentrer trop tard sur le marché et qui donc, en quelque sorte, vont se faire plumer par les initiés et les astucieux. La phase de crash, d'explosion de la bulle, est également évidemment liée à celle de prise des bénéfices et dans le cas d'une phase haussière qui a été initialement uniquement plutôt suscitée par l'anticipation, évidemment les prises de bénéfices vont être d'autant plus accentuées que les informations sont finalement diffusées. L'anticipation et les espoirs ont été tels que les informations, quand bien même diffusées, peuvent finalement décevoir le marché. Voilà. C'est pour prendre un exemple un peu trivial, si le marché espère, anticipe qu'il y ait, je vais dire n'importe quoi, mais par exemple qu'il y ait 2 milliards d'utilisateurs sur Facebook en 2016 par exemple, le marché va s'engouffrer à la hausse sur cette anticipation-là, par exemple sur la cotation de Facebook, et Facebook diffusant une information, ses propres prévisions, disant non, finalement il y en aura peut-être 1,8 milliard, ce qui est tout de même par exemple une progression toujours dans l'absolu par exemple de 40-50%, mais de quoi décevoir malgré tout le marché. Et au sein des initiés des astucieux, raison de plus pour prendre des bénéfices, voilà. Même si l'information en soi reste bonne. À nouveau, le marché est surtout, j'insiste là-dessus très fortement, surtout psychologique. D'autant que l'analyse technique, encore une fois, et ça j'y reviens dessus, a de nombreuses faiblesses que l'on peut associer aux bulles spéculatives. Ce qu'il faut comprendre quand je dis analyse technique, c'est surtout l'étude des indicateurs et des oscillateurs techniques. Les données passées ne peuvent pas prévoir, ne peuvent pas servir à prévoir le futur très clairement. Il faut bien comprendre que quand on a un indicateur ou un oscillateur sous les yeux, on n'a rien d'autre qu'une dérivée mathématique du prix. Le prix, c'est ce qu'on a à l'instant T sur le comportement du chandelier actuel. L'allure de ma moyenne mobile, de mon RSI, de mon MACD, de mes stochastiques, de mes bandes de Bollinger, de tout ce que vous voulez en analyse technique, ça n'est qu'une représentation du prix en retard, par définition. L'autorisation peut être illégitime et est illégitime, c'est-à-dire que finalement la prophétie autorisatrice n'a pas toujours des fondements très légitimes. Quand on dit que le marché est suracheté juste parce que le RSI est entre 70 et 100, ça a trait à la prophétie autorisatrice, mais au final, ça a peut-être aucun lien, ça n'a peut-être aucune corrélation avec l'état réel des fondements économiques. Donc déjà, autre critique sur l'analyse technique, qui explique aussi pourquoi les bulles peuvent exister. Caractère totalement subjectif, ça c'est clair, entraînant justement des bulles. Parce que tout le monde se dit, oui, ça va continuer à monter, ma moyenne mobile est toujours orientée à la hausse. C'est un caractère totalement subjectif, mimétique, et en plus c'est illégitime. Entre autres, parmi beaucoup d'autres critiques qui sont exercées sur l'analyse technique, qu'on se comprenne bien, je n'associe pas le chartisme à l'analyse technique. Pour moi, ce sont deux écoles différentes. Et pour la petite parenthèse, justement, là aussi pour ouvrir un peu une porte, pour vous inviter à vous renseigner un peu sur ces critiques-là, c'est notamment le combat des universitaires, de beaucoup d'universitaires qui considèrent que acheter et conserver le marché, par exemple acheter du CAC 40 au 1er janvier et le vendre au 31 décembre, ne peut être que plus rentable que battre le marché, c'est-à-dire d'essayer d'anticiper avec l'analyse technique et uniquement avec l'analyse technique les phases de hausse et de baisse sur le marché, ce qu'on appelle Random Walk Theory. Voilà. Voilà pour cette vidéo, cette présentation dédiée aux bulles spéculatives.
J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'en savoir plus sur ce sujet technique, sur cette thématique des bulles spéculatives. En attendant, n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos de formation. Je vous remercie pour votre attention.